Merci beaucoup. Avant de démarrer, je voudrais remercier Pierre Gentillet, bien sûr, et également l'UMP, qui a le courage de faire venir des intervenants qui ne correspondent pas forcément à la ligne officielle du parti. Donc, donne l'occasion d'avoir un vrai débat, et je trouve que c'est une preuve d'intelligence. Donc, merci à l'UMP pour cet espace de liberté. À l'heure où les présidents Poutine et Poroshenko tentent de trouver une issue pacifique à la guerre civile ukrainienne, il est temps de faire le bilan de ces 10 derniers mois de conflit. Nous devons prévenir nos auditeurs que ceux qui attendent le récit d'un combat du bien contre le mal, de la démocratie contre la dictature vont être déçus. Je ne parlerai que d'alliances, d'intérêts, de zones d'influence. Je parlerai enfin et surtout des intérêts de la France, ceux qui nous importent réellement, et qu'il convient de définir non seulement dans le cadre de cette crise, mais dans le cadre plus vaste du nouveau monde multipolaire. J'aborderai donc dans un premier temps l'étude des intérêts des puissances en présence, puis dans un deuxième temps, j'analyserai le positionnement de la France en tâchant de comprendre pourquoi ce conflit, qui aurait pu se clore par un triomphe diplomatique français, ne l'a pas été. Je vais donc étudier les différentes forces en présence. La situation en Ukraine est celle d'une guerre civile. Il y a donc des puissances qui soutiennent le camp occidental et celles qui soutiennent le camp oriental. Le renversement du pouvoir légal en Ukraine le 21 février 2014 a été rendu possible par la convergence d'intérêts entre 4 entités. Une puissance américaine déclinante et inquiète sur sa domination en Europe, une Allemagne impatiente de compléter sa domination dans le Mitteleuropa et inquiète de voir la Russie redevenir une puissance influente en Europe, une Pologne frustrée mais ambitieuse, une Union européenne avide de prouver à ses membres qu'elle n'a rien perdu de son pouvoir de séduction. La position des États-Unis sur l'Empire russe est relativement connue par tous ceux qui s'intéressent un tant soit peu aux problèmes politico-stratégiques en Europe. Elle est héritière de la géopolitique anglo-saxonne et a été exposée par Brzezinski en 1997 dans Le Grand Échiquier. Les États-Unis étaient alors au fait de leur puissance et l'ancien conseiller de Jimmy Carter énonça sans embâche la volonté hégémonique contre la puissance russe qui semblait alors devoir disparaître. Le but de Washington ainsi exposé est de réduire au maximum l'européanité de cet empire eurasiatique qu'est la Russie. Les États-Unis doivent s'efforcer de contenir la tendance naturelle des puissances européennes, essentiellement la France et l'Allemagne, de s'entendre avec la Russie. Washington souhaite orienter la majorité de ses efforts vers l'Asie et la Chine en particulier, tout en maintenant à moindre frais sa domination en Europe. Pour parvenir à cette fin, les États-Unis s'appuient sur une militarisation forcée de l'espace européen par le bouclier antimissile et par la construction d'un nouveau rideau de fer le plus près possible de la frontière russe. Washington souhaite que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN en passant par son antichambre l'Union européenne. Si ce but ne peut être atteint, la crise ukrainienne doit être utilisée pour permettre l'érection de ce nouveau mur entre la Russie et le reste de l'Europe. L'Union européenne est un instrument essentiel de cette politique en délayant la puissance des États souverains susceptibles de s'opposer à ce plan et en noyant toute volonté de puissance dans le magma des institutions européennes. Washington a également un autre intérêt dans ce conflit, qui est la destruction ou l'affaiblissement des complexes militaro-industriels ukrainiens, russes et français. En plus de Bruxelles, les Nord-Américains peuvent s'appuyer sur les nations moyennes issues de l'éclatement du bloc soviétique. Parmi ces nations moyennes sur lesquelles Washington s'appuie, la Pologne est la plus importante. Elle bénéficie largement de l'effet de levier de l'Union européenne contre la Russie. Varsovie seule n'aurait aucun moyen de pression contre Moscou, ni économique, ni militaire, ni politique. La Pologne souhaite élargir sa sphère d'influence vers l'Ukraine car ses frontières orientales actuelles sont loin de correspondre à celles de son expansion historique maximum. Elle a beaucoup gagné en 1945 en se voyant attribuer par Staline la Silésie et la Prusse orientale. Elle aurait donc beaucoup à perdre en remettant en cause ouvertement ces redécoupages. La solution consiste à faire entrer l'Ukraine dans sa sphère d'influence en la faisant basculer dans le camp occidental. La Pologne dispose d'un atout non négligeable, qui est celui de sa transition réussie et exemplaire vers l'économie de marché. Malgré cela, la galaxie de mouvements fascistes autour du parti Swoboda sur laquelle elle s'appuie lui est autant hostile qu'aux Russes. Leur figure historique, Stepan Bandera, avait d'ailleurs commencé sa carrière en assassinant le ministre de l'Intérieur polonais en 1934. La Pologne est en fait dans une situation assez inconfortable. Même dans le cas où elle parviendrait à faire tomber l'Ukraine dans sa zone d'influence, elle ne serait elle-même qu'un élément du dispositif allemand en Europe de l'Est. L'Allemagne dispute aux États-Unis le contrôle de l'Union européenne, dont elle est en Europe le principal bénéficiaire. Elle souhaite ardemment intégrer l'Ukraine dans son nouveau Zollverein, et Angela Merkel a très mal pris la fin de non-recevoir de Viktor Yanukovych en novembre 2013. L'accord de coopération lui permet en effet de contrôler l'Ukraine sans rien avoir à dépenser. Les intérêts allemands sur cette question rejoignent les intérêts nord-américains, exactement comme ce fut le cas dans les années 90,
lorsque l'Allemagne et les États-Unis firent basculer la Yougoslavie vers la guerre civile, servant avec succès leurs objectifs politico-stratégiques respectifs. Pour Berlin, le contrôle de l'Ukraine achève celui qu'elle exerce sur le littoral Europa, où elle est de plus en plus contestée par une Russie rendue attrayante par ses succès économiques, son énergie bon marché et son modèle civilisationnel. Berlin encourage de plus avec Washington tout ce qui peut désindustrialiser l'Ukraine, la Russie ou la France, particulièrement dans le domaine militaire. Elle est aussi intéressée par le contrôle du charbon ukrainien depuis qu'elle a renoncé à l'énergie nucléaire. De plus en plus contestée par ses populations, l'Union européenne se bat désormais pour sa survie. Intégrer ou faire semblant d'intégrer un pays de la taille de l'Ukraine aurait été un bon moyen de redonner un peu d'élan à cette structure bureaucratique épuisée. Comme l'Allemagne et les États-Unis, l'Union européenne est également en guerre contre le modèle civilisationnel russe, dont le social-conservatisme, le souverainisme et la défense des valeurs chrétiennes séduisent de plus en plus les populations européennes. Comment pourrait-elle admettre la pérennité de la République populaire du Donbass, qui a écrit dans sa constitution, comme en Hongrie, la protection de l'être humain dès sa conception et l'affirmation du mariage ne pouvant être que celui d'un homme et d'une femme? L'Union européenne porte une lourde responsabilité dans le déclenchement de la guerre civile. José Manuel Barroso, en refusant des négociations tripartites avec la Russie en décembre dernier, a démontré que l'objectif réel de cet accord n'est pas le bien de l'Ukraine, mais sa séparation forcée d'avec la Russie. C'est ce refus qui a forcé Viktor Yanukovych à rejeter l'accord d'association et à précipiter ainsi l'Ukraine dans le chaos. Les acteurs du camp oriental. Dans ce camp, nous ne trouvons en fait que la Russie. Même si elle a reçu des soutiens de facto des BRICS, notamment de la Chine, elle est la seule à avoir un intérêt direct en Ukraine. Les conséquences de la signature de l'accord d'association de l'Ukraine avec l'Union européenne seront bien plus dramatiques pour Kiev que pour Moscou. Cet accord annule en effet automatiquement la zone de libre-échange qui existait entre la Russie et l'Ukraine. L'embargo sur la collaboration militaro-industrielle sonne la mort du complexe militaro-industriel ukrainien. C'est une première victoire concrète de Washington, mais c'est l'Ukraine qui a perdu. Le Kremlin a déjà pris les mesures nécessaires pour remplacer les sous-ensembles ukrainiens d'ici 3 ans. Les 21 000 employés de Motorzych, la société qui fabrique les moteurs pour les hélicoptères russes, ont du souci à se faire. L'intérêt... Pardon ? L'intérêt de la Russie n'est pas qu'économique, il est même essentiellement géostratégique. La réunification avec la Crimée a sécurisé sa présence en mer Noire. Il ne lui reste désormais plus qu'à s'assurer que l'Ukraine ne fasse jamais partie de l'OTAN. Pour cela, elle peut compter sur les régions orientales et même à terme sud-orientales de l'Ukraine, dont le lien avec la Russie a résisté à 23 ans de matraquage pro-occidental dans les écoles et dans les médias. Pour conclure cette première partie, je voudrais vous dire ce que le général Gröner, chef d'état-major du commandement des troupes allemandes en Ukraine, a dit le 27 mars 1918. Voilà. S'il y a des personnes qui veulent parler, c'est après. Voilà. Très bien. Vous laissez parler l'intervenant. C'est très intéressant. Le chef d'état-major du commandement des troupes allemandes en Ukraine, le 27 mars 1918. C'était après le traité de Brest-Litovsk. À l'époque, l'Allemagne occupait l'Ukraine que certains dirigeants allemands espéraient retourner contre la Russie. Gröner estimait que l'Ukraine était, je cite, qu'une création artificielle à laquelle le Reich pouvait assurer une alimentation artificielle. Mais dès qu'on laisserait tomber cet avorton, il